Ma sœur a remplacé le gâteau d'anniversaire de ma fille par de la nourriture pour chien juste avant que la fête ne commence. Quand ma fille de 5 ans a soufflé ses bougies et a coupé le gâteau, tout le monde a vu ce que c'était vraiment. Ce n'est qu'une blague, a-t-elle dit en riant, tandis que ma fille se mettait à pleurer. Ma mère a filmé toute la scène avec son téléphone, en disant « ça va aller sur les réseaux sociaux ». Papa a ri bruyamment. De toute façon, elle a l'habitude de manger des ordures, a-t-il ajouté. Puis ils ont essayé de la nourrir de force. Ma sœur a attrapé le visage de ma fille et a tenté de lui enfoncer la nourriture pour chien dans la bouche pendant qu'elle hurlait et pleurait. Mon oncle lui a retenu les bras. « Allez, juste goûte un peu. » Ma tante riait tellement qu'elle tenait à peine debout. Tous les autres enfants à la fête riaient. Je n'ai ni pleuré ni crié. J'ai juste souri calmement et j'ai ramené ma fille à la maison. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je me souviens encore de la teinte exacte du glaçage rose de ce gâteau. Rosie l'avait choisi elle-même 3 semaines plus tôt, pressant ses petites mains contre la vitrine de la boulangerie en montrant du doigt le motif avec des princesses et des licornes. Elle avait compté les jours jusqu'à sa 5e fête d'anniversaire, fabriquant des chaînes en papier pour marquer chaque matin qui passait. Chaque soir avant de se coucher, elle me demandait combien de dodo restait avant son jour spécial. Le matin de sa fête, je me suis levée à 6 heures pour commencer à décorer notre jardin. Des serpentins lavande et or rose s'enroulaient entre les arbres. Des ballons étaient regroupés à chaque coin. J'avais loué un château gonflable en forme de château, et la vue de celui-ci se gonflant dans notre cour me réchauffait la poitrine d'anticipation. Rosie méritait ça. Après tout ce que nous avions traversé depuis le départ de son père, après toutes les nuits où elle s'était endormie en demandant pourquoi papa ne vivait plus avec nous, je voulais lui offrir une journée parfaite. Ma famille est arrivée vers midi. Denise s'est présentée avec son mari Gary et leurs 3 enfants. Elle m'avait envoyé un SMS ce matin-là pour dire qu'elle irait chercher le gâteau, car la boulangerie était sur son chemin. J'étais reconnaissante de l'aide, surtout que je jonglais avec les préparatifs de dernière minute de la fête. Mes parents sont arrivés ensuite. Ma mère Lorraine a immédiatement critiqué l'emplacement de la table des cadeaux, tandis que mon père Kenneth s'installait confortablement dans mon meilleur fauteuil avec une bière. L'oncle Harold est arrivé avec la tante Sheila. Tous deux riaient déjà de quelque chose avant même de sortir de leur voiture. J'aurais dû reconnaître le ton de ce rire. Il avait une pointe de méchanceté que j'avais appris à entendre en grandissant, généralement juste avant que quelqu'un ne devienne la cible de ce qu'ils appelaient le plaisir en famille. Les autres enfants ont commencé à arriver à 13 heures. Rosie se tenait près de la porte dans sa nouvelle robe d'anniversaire, une confection violette à 2 épaisseurs qui lui donnait l'impression d'être une reine. Elle a accueilli chaque ami avec des cris de joie, montrant ses tatouages temporaires de princesse et la couronne scintillante que je l'avais aidé à fixer dans ses boucles sombres ce matin-là. Tout était parfait jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Denise a apporté le gâteau à 14h30. Il ressemblait exactement à ce que nous avions commandé. 3 étages de fondant rose et blanc, des paillettes comestibles captant la lumière du soleil. Des figurines de princesses en plastique disposées sur le dessus. Les yeux de Rosie se sont agrandis. Elle a attrapé ma main et l'a serrée 3 fois. Notre signal secret pour « je t'aime ». Ma gorge s'est nouée en voyant son visage s'illuminer ainsi. Nous avons rassemblé tout le monde autour de la table des desserts. 15 enfants formaient un demi-cercle. Les parents se tenaient derrière eux, téléphone prêt à immortaliser l'instant. J'ai allumé les bougies tandis que Rosie sautait sur la pointe des pieds, trop excitée pour rester immobile. Nous avons commencé à chanter « Joyeux anniversaire », les voix se chevauchant de cette manière chaotique qui se produit dans les grands groupes. Rosie a fermé les yeux pour faire son vœu. La lumière du soleil de l'après-midi la rendait angélique, toute innocence et espoir. Elle a soufflé les bougies d'un seul souffle, et tout le monde a applaudi. Je lui ai tendu le couteau à gâteau, ma main sur la sienne pour le guider en toute sécurité. La lame s'est enfoncée facilement dans le premier étage. Mais quelque chose n'allait pas. La texture était étrange sous le couteau. Quand Rosie a retiré la première part, une odeur nous a frappés. Une odeur de viande, piquante, complètement anormale. L'intérieur du gâteau n'était pas une génoise à la vanille.
Il était brun et grumeleux, avec des morceaux visibles de ce qui ressemblait à des légumes et une sorte de viande transformée. Le visage de Rosie est passé de la confusion à l'horreur en quelques secondes. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Avant que je puisse répondre, la voix de Denise a retenti dans la cour. « Ce n'est qu'une blague. » Elle était pliée en deux de rire, les mains sur les genoux, à peine capable de prononcer les mots. « Oh mon Dieu, vous devriez voir vos têtes. » Ma mère avait son téléphone levé, enregistrant tout. « Ça va aller sur les réseaux sociaux », a annoncé Lorraine avec jubilation, s'approchant pour capturer l'expression de Rosie. « Tout le monde doit voir ça. » Kenneth riait tellement qu'il avait renversé de la bière sur sa chemise. « De toute façon, elle a l'habitude de manger des ordures », a-t-il sifflé, en se tapant le genou. Autant qu'elle s'y habitue, la petite. La prise de conscience s'opérait chez Rosie. Les larmes lui montaient aux yeux, sa lèvre inférieure tremblait. Maman, sa voix était petite et brisée. Plusieurs autres enfants avaient aussi commencé à rire, cette imitation cruelle que les enfants font quand ils voient les adultes mal se comporter. Puis Denise s'est avancée rapidement. Elle a attrapé le visage de Rosie à deux mains, ses doigts s'enfonçant dans les joues de ma fille, alors qu'elle ramassait une poignée de ce gâteau à la nourriture pour chien. « Allez, fille d'anniversaire. Prends une bouchée. » Rosie a hurlé. C'était un son de pure terreur qui a traversé tous les rires. Elle a essayé de se tordre, mais Denise a tenu bon, essayant de forcer la masse brune vers sa bouche. « Arrête ça. » Rosie sanglotait maintenant, se débattant dans l'étreinte de sa sœur. Harold s'est placé derrière ma fille, lui attrapant les petits bras et les plaquant sur ses côtés. « Allez, goûte juste un peu. Ne sois pas une telle enfant. » Sheila riait tellement que des larmes coulaient sur son visage. Elle s'est appuyée contre la table des desserts pour se soutenir, haletant entre les gloussements. « C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais vue. » Les autres enfants riaient encore plus fort maintenant, certains pointant du doigt, d'autres scandant « Mange-le. Mange-le. » Les parents avaient l'air mal à l'aise, mais personne n'est intervenu. Personne n'a dit à ses enfants d'arrêter. Personne n'a défendu le mien. Les cris de Rosie sont devenus plus aigus alors que Denise réussissait à étaler un peu de nourriture pour chien sur ses lèvres. Des taches brunes marquaient ses joues là où les doigts de ma sœur avaient appuyé trop fort. Les figurines de princesses étaient tombées du gâteau ruiné et gisaient éparpillées sur la table comme de minuscules victimes. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là. Je me sentais complètement calme, comme si j'étais sortie de mon corps et que je pouvais tout voir de très loin. Le chaos, la cruauté, la destruction décontractée du bonheur de mon enfant. Tout est devenu très clair et très simple. Je me suis approchée et j'ai retiré les mains d'Harold des bras de Rosie. Ma voix est sortie régulière et douce. « Lâchez ma fille. » Quelque chose dans mon ton l'a fait la relâcher immédiatement. J'ai soulevé Rosie, son corps tremblant encore de sanglots, son visage taché de nourriture pour chien et de larmes et de maquillage ruiné. Sa jolie robe avait des taches brunes sur le devant. Je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine. « La fête est finie », ai-je dit calmement. « Tout le monde doit partir. » Denise riait toujours, bien qu'elle se soit finalement reculée. « Oh, allez. Ce n'était qu'une blague. Ne sois pas si sensible. » Je l'ai regardé un long moment. Vraiment regardé. Ma sœur, que j'avais défendue d'innombrables fois au fil des ans, pour qui j'avais trouvé des excuses, que j'avais pardonné encore et encore parce que c'est juste comme ça que Denise est. Je l'ai vue clairement pour la première fois peut-être, cruelle, mesquine, incapable d'empathie. « Sortez de ma maison », ai-je dit doucement. Lorraine a arrêté d'enregistrer. « Tu réagis de manière excessive. C'était juste censé être drôle. Sortez. » Kenneth s'est levé, bière à la main, toujours en train de rire. « Tu as toujours été trop sérieuse. Tu ne supportes pas une blague. Comme quand tu étais enfant. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste porté Rosie vers la porte arrière. Derrière moi, j'entendais des murmures confus des autres parents. Des enfants demandant ce qui se passait. Ma famille cherchant toujours des excuses. À l'intérieur, j'ai doucement installé Rosie dans la salle de bain et j'ai mouillé une débarbouillette avec de l'eau chaude.
Mes mains sont restées fermes pendant que je lui nettoyais le visage, enlevant les traces de ce qu'ils avaient fait. Elle sanglotait entre ses larmes, se serrant contre moi comme si elle essayait de disparaître dans mon corps. « Pourquoi ont-ils fait ça, maman ?» La question m'a presque brisée. Comment expliquer la cruauté à une enfant de 5 ans? Comment dire à son enfant que parfois les gens sont juste méchants? Que parfois la famille vous blesse le plus? Je ne sais pas, bébé, mais ce n'est pas ta faute. Rien de tout cela n'est ta faute. Ma fête est ruinée. Je sais. Je suis tellement désolée. Nous sommes restés dans cette salle de bain longtemps, bien après avoir entendu les voitures démarrer dehors et s'éloigner. Quand Rosie s'est finalement calmée suffisamment pour dormir, je l'ai portée jusqu'à son lit, toujours vêtue de sa robe violette tachée parce qu'elle ne voulait pas me laisser hors de sa vue assez longtemps pour la changer. Puis je suis descendue et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, Denise a appelé. « Tu es sérieusement encore en colère ? » Ce n'était qu'une blague. J'ai raccroché sans répondre. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé l'appel. Elle a envoyé un message. « Tu agis comme une enfant. Passe à autre chose. » Lorraine a appelé 1 heure plus tard. « Ta sœur est désolée que tu sois contrariée. Le moins que tu puisses faire est d'accepter ses excuses. » Elle ne sait pas l'excuser, ai-je fait remarquer. Eh bien, tu sais comment est Denise. Elle n'exprime pas toujours bien les choses, mais elle le faisait pour s'amuser. Elle a traumatisé ma fille lors de sa propre fête d'anniversaire. Oh, tu es tellement dramatique. Rosie oubliera tout cela dans quelques jours. Mais Rosie n'oubliait pas. Elle s'est réveillée cette nuit-là en hurlant, prise dans un cauchemar. Quand j'ai couru dans sa chambre, elle m'appelait, terrifiée que les méchantes personnes reviennent. Il a fallu 1 heure pour la calmer. Elle a fini par dormir dans mon lit, blottie contre moi comme quand elle était bébé. Les cauchemars ont continué pendant 3 nuits supplémentaires. Le 4e jour, l'amie de ma belle-sœur a posté une vidéo sur Facebook. Lorraine l'avait envoyée à toute sa liste de contacts, comme elle l'avait promis. La vidéo montrait tout. La confusion de Rosie se transformant en horreur. Denise forçant la nourriture pour chien vers sa bouche. Harold lui retenant les bras. Ma fille hurlant et pleurant pendant que les adultes riaient. La légende disait, meilleure blague de tous les temps. Les enfants sont si crédules. Elle avait 37 j'aime et des dizaines de commentaires. La plupart étaient des émojis rieurs et des variations de « c'est hilarant ». Quelques personnes ont demandé si c'était réel. Une femme que je ne connaissais pas avait commenté, cela semble un peu méchant. Elle avait été ensevelie sous des réponses lui disant de détendre et d'apprendre à prendre une blague. J'ai téléchargé la vidéo et l'ai enregistrée à 3 endroits différents. Puis j'ai appelé l'avocate. Le bureau de maître Patricia Morrison était en centre-ville, dans l'un de ces vieux bâtiments au sol en marbre et aux boiseries sombres. Elle avait la cinquantaine, des yeux vifs et des cheveux gris coupés en carrés stricts. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu terminé, elle a demandé à voir la vidéo. Je l'ai jouée sur mon téléphone. Son expression n'a jamais changé, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer quand Rosie a commencé à crier. « Je veux porter plainte », ai-je dit. Maltraitance d'enfants, agression, détresse émotionnelle, tout ce qui s'applique. Et je veux une ordonnance restrictive pour les tenir éloignés de Rosie. Patricia a posé son stylo. Je peux déposer une demande d'ordonnance restrictive immédiatement. Quant aux accusations criminelles, ce qui s'est passé est légalement une agression. Votre fille a été physiquement retenue et une substance a été forcée vers sa bouche contre sa volonté. Le fait que ce soit documenté en vidéo aide considérablement. Cela aboutira-t-il vraiment à quelque chose ? Cela dépend du procureur et de la gravité avec laquelle il le prendra. Mais entre la preuve vidéo et le traumatisme continu de votre fille, les cauchemars constituent un préjudice psychologique documenté. Vous avez un dossier légitime. Elle a fait une pause, m'étudiant attentivement. Je dois vous demander. Vous comprenez que poursuivre cela détruira probablement votre relation avec votre famille de manière permanente ? Ma famille a détruit cette relation quand elle a blessé mon enfant.
Patricia a souri légèrement. Bonne réponse. Laissez-moi passer quelques appels. L'ordonnance restrictive a été déposée cet après-midi-là. Elle couvrait Denise, Lorraine, Kenneth, Harold et Sheila. Tous ceux qui avaient participé directement à ce que les documents légaux appelaient désormais l'agression. Ils devaient rester à au moins 150 mètres de Rosie et de moi. Pas de contact par téléphone, email, SMS ou réseaux sociaux. Pas de message par des tiers. Denise a reçu sa copie le lendemain matin. Elle a appelé depuis le téléphone de Gary dans l'heure qui a suivi. Tu te moques de moi? Une ordonnance restrictive pour une blague? Vous avez agressé ma fille en vidéo, ai-je dit calmement. Non, je ne l'ai pas fait. Je jouais juste. Vous lui avez physiquement attrapé le visage et avez essayé de lui forcer de la nourriture pour chien dans la bouche pendant qu'elle hurlait et pleurait. Votre mari lui a retenu les bras pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. C'est une agression. C'est des coups et blessures. C'est de la maltraitance d'enfant. Tu es folle. Je suis ta sœur. Vous avez traumatisé ma fille de 5 ans lors de sa fête d'anniversaire pour votre propre divertissement. Le fait d'être ma parente ne vous donne pas la permission de blesser mon enfant. Maman a dit que tu étais vindicative et cruelle. Maman a filmé et a dit qu'elle la mettait sur les réseaux sociaux. Elle l'a posté sur Facebook où des centaines de personnes ont vu ma fille être maltraitée. Elle est aussi nommée dans l'ordonnance restrictive. Silence. Alors, tu le fais vraiment? Je l'ai déjà fait. Restez loin de nous. Si vous violez l'ordonnance, vous serez arrêté. J'ai raccroché. Gary a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Le processus judiciaire a été plus rapide que prévu. Patricia a déposé un rapport de police avec la vidéo comme preuve. Le détective chargé de l'affaire, un homme à l'air fatigué nommé Rodriguez, a regardé les images 3 fois avant de parler. C'est assez simple, a-t-il dit finalement. L'enfant est clairement en détresse, essaie clairement de s'échapper, et plusieurs adultes la retiennent physiquement et tentent de lui forcer une substance étrangère dans la bouche. Le fait qu'il rit en le faisant rend la situation encore pire du point de vue de l'accusation. Y aura-t-il des accusations? Je recommande des accusations pour toutes les personnes directement impliquées, agression simple pour le contact physique, mise en danger d'un enfant, selon la façon dont le bureau du procureur voudra jouer, éventuellement contribution à la maltraitance émotionnelle d'un mineur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le détective Rodriguez s'est adossé à sa chaise. Au minimum, ils seront arrêtés et mis en examen. Ils devront embaucher des avocats. Même si les accusations sont réduites à des délits, ils auront des casiers judiciaires. Si le procureur insiste pour des accusations plus graves, ce qui pourrait être le cas. Compte tenu des preuves vidéo et du traumatisme documenté de votre fille, certains d'entre eux pourraient faire de la prison. Bien. Il a levé un sourcil. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois que j'ai déposé ces rapports, ce n'est plus entre vos mains. Vous ne pourrez pas retirer les accusations plus tard si vous changez d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Les affaires familiales deviennent compliquées. C'est devenu compliqué quand ils ont agressé ma fille à sa fête d'anniversaire. Les arrestations ont eu lieu un mardi matin, 2 semaines après la fête. Patricia m'a appelé pour me le faire savoir. Ils sont tous en cours de traitement maintenant. Les mises en examen auront lieu dans les 48 heures, probablement mercredi après-midi. Comment le prennent-ils? Selon mes contacts, avec beaucoup d'indignation et d'incrédulité. Votre mère a apparemment dit à l'agent qu'il a arrêté qu'elle était persécutée pour avoir de l'humour. J'ai ri. C'est sorti amer. Bien sûr qu'elle l'a fait. L'audience du mercredi fut surréaliste. J'étais assise dans la galerie avec Patricia à mes côtés, regardant ma famille défiler, vêtue de leurs meilleurs vêtements et affichant des expressions d'innocence blessée. Denise me vit et son visage se tordit de rage. Elle commença à dire quelque chose, mais son avocat lui attrapa le bras et lui chuchota une urgence à l'oreille. La juge, une femme noire d'âge moyen nommée, examina les accusations sans expression. Lorsque l'accusation diffusa la vidéo, j'observai attentivement le visage de la jugée.
Sa bouche se serra, ses yeux devinrent froids. C'est l'une des preuves les plus troublantes que j'ai vues dans une affaire de maltraitance d'enfants, dit-elle. Une fois la vidéo terminée, elle ajouta, une enfant de 5 ans le jour de son anniversaire, physiquement retenue et agressée par plusieurs adultes, pleurant et les suppliant d'arrêter. Et les agresseurs rient. L'avocat de Denise se leva. Votre honneur, ma cliente soutient que c'était une farce inoffensive. Inoffensive ? La voix de la juge aurait pu couper du verre. Cet enfant vous semble-t-elle indemne, avocat ? Devrions-nous rejouer la séquence où elle crie ? Non, votre honneur, mais l'enfant a fait des cauchemars. Elle a nécessité des séances de thérapie pour gérer le traumatisme. Ces accusés ont posté la vidéo en ligne comme divertissement. Je ne vois rien d'inoffensif dans tout cela. La juge a fixé la caution en fonction du degré d'implication de chaque accusé et de leur casier judiciaire. Denise, en tant qu'agresseur principal avec les accusations les plus graves, a reçu une caution de 75 000 $. Harold a eu 50 000 $. Kenneth et Lorraine ont chacun reçu 40 000 $, compte tenu de leur âge mais de leur participation sérieuse. Sheila a eu 35 000 $ en tant que moins impliquée physiquement. La juge a également ordonné que s'ils versaient la caution, ils n'auraient absolument aucun contact avec moi ou ma fille et devraient suivre des séances de conseil obligatoires comme condition de leur libération. En sortant du tribunal, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Mais la vraie vengeance ne faisait que commencer. La vidéo était publique sur Facebook depuis 2 semaines. Patricia avait engagé un spécialiste en médecine légale numérique qui avait archivé non seulement la vidéo elle-même, mais chaque commentaire, chaque j'aime, chaque partage. Le spécialiste a retracé sa diffusion sur les réseaux sociaux. Lorraine l'avait envoyé à son groupe d'église, à son club de lecture et à ses anciens collègues. Sheila l'avait partagé dans 3 groupes Facebook différents auxquels elle appartenait. Quelqu'un d'un de ces groupes l'avait partagé sur Twitter, où elle avait été reprise par un compte qui publiait du contenu parental horrible. L'étape suivante de Patricia fut méthodique et impitoyable. Elle a identifié chaque personne ayant reçu ou partagé la vidéo, puis leur a envoyé une lettre juridique formelle expliquant qu'ils étaient désormais en possession de preuves documentées de maltraitance d'enfants. Les lettres décrivaient leur obligation légale de supprimer immédiatement le matériel et avertissaient que la possession ou la distribution continue pouvait entraîner une responsabilité pénale. Les lettres ont été envoyées à plus de 200 personnes. En 3 jours, la vidéo avait disparu de toutes les plateformes. Chaque copie avait disparu, supprimée par des personnes soudainement terrifiées à l'idée de faire face à des conséquences juridiques elles-mêmes. Les seules copies restantes se trouvaient dans les casiers à preuves et étaient enregistrées dans des fichiers cryptés auprès du cabinet de Patricia. L'employeur de Denise a d'une manière ou d'une autre été informé de l'arrestation. Son entreprise avait des clauses de moralité strictes pour les employés et les accusations de maltraitance d'enfants violaient plusieurs politiques. Elle a été suspendue en attendant l'enquête. Lorsque tous les détails sont apparus, y compris son rôle d'agresseur principal, elle a été licenciée. L'entreprise de Gary a également souffert. Plusieurs clients ont discrètement transféré leur compte ailleurs après avoir appris ce qui s'était passé. Harold travaillait pour la ville au service des travaux publics. Les employés municipaux sont soumis à certaines normes de conduite et les accusations de maltraitance d'enfants ont déclenché un examen immédiat. Le syndicat a essayé de le protéger, mais la vidéo a rendu cela impossible. Il a été mis en congé sans solde, puis on lui a offert un choix, démissionner discrètement ou faire face à des procédures de licenciement formel qui figureraient sur son dossier permanent. Il a démissionné. Sheila a perdu son poste de coordinatrice bénévole dans une organisation à but non lucratif locale après que le conseil d'administration a examiné la vidéo et a déterminé que ses actions étaient incompatibles avec leur mission de soutien aux enfants vulnérables. Kenneth, déjà à la retraite, n'a pas eu de conséquences professionnelles, mais plusieurs organisations pour lesquelles il était bénévole l'ont discrètement retiré de leur liste. Lorraine, qui se targuait d'être un pilier de sa communauté religieuse, s'est retrouvée soudainement non invitée à des événements sociaux. Ses amis de l'Église ont cessé de l'appeler. Son poste de responsable du ministère des Femmes a été temporairement réaffecté et ne lui a jamais été rendu.
Elle m'a blâmé dans un long message vocal décousu qui a violé l'ordonnance restrictive et lui a valu une accusation supplémentaire. Le procès pénal était prévu 4 mois plus tard. En attendant, Patricia a intenté une action civile contre les 5 accusés. La poursuite réclamait des dommages et intérêts pour les frais médicaux de Rosie, les séances de thérapie qui avaient lieu désormais 2 fois par semaine, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle et des dommages punitifs pour une conduite particulièrement flagrante. L'affaire civile a permis la découverte, ce qui signifiait que Patricia pouvait exiger des documents, des communications et des dépositions de toutes les personnes impliquées. Sous serment, ils ont dû répondre à des questions sur leurs actions, leur motivation et leur absence totale de remords. La déposition de Denise fut particulièrement éclairante. Interrogée sur la raison pour laquelle elle avait remplacé le gâteau par de la nourriture pour chien, elle a d'abord affirmé que c'était juste une blague spontanée. Patricia a alors produit des SMS datant de 3 jours avant la fête, où Denise expliquait à Gary exactement ce qu'elle prévoyait et à quel point ce serait drôle d'humilier la gamine. Les messages ont détruit toute prétention d'intention inoffensive. Pendant la déposition de Kenneth, Patricia lui a demandé d'expliquer son commentaire selon lequel Rosie avait de toute façon l'habitude de manger des ordures. « Je ne me souviens pas avoir dit ça », a-t-il affirmé. Patricia a rejoué la vidéo. Sa voix est clairement audible, elle a l'habitude de manger des ordures de toute façon. Autant qu'elle s'y habitue, la petite. Souhaitez-vous réviser votre déclaration précédente ? Le visage de Kenneth est devenu rouge. C'était juste. Je ne voulais rien dire par là. Vous ne vouliez rien dire en suggérant qu'une enfant de 5 ans était habituée à manger des déchets ? C'était juste des paroles en l'air, vous savez, l'humour familial. L'humour familial consiste à traiter une enfant de maternelle de déchets ? Il n'avait pas de bonne réponse. Les dépositions ont révélé quelque chose que j'avais soupçonné mais jamais pleinement reconnu. Il ne s'agissait pas d'une farce qui avait mal tourné. Il s'agissait d'une cruauté délibérée. Des messages textes entre Denise et Lorraine montraient qu'elles discutaient de la façon dont j'étais devenue prétentieuse depuis que j'avais Rosie, de la façon dont je me croyais trop bien pour les réunions de famille, de la façon dont Rosie était gâtée et devait être ramenée à la raison. Elles avaient planifié d'humilier ma fille pour me faire du mal. Rosie a commencé une thérapie 3 fois par semaine. La docteure Sarah Kim, psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes, était patiente et douce. Elle a utilisé la thérapie par le jeu, l'art-thérapie et a progressivement aidé Rosie à gérer ce qui s'était passé. Mais les progrès étaient lents. Rosie a développé de l'anxiété autour des célébrations d'anniversaire. Elle est devenue collante et craintive chaque fois que je la perdais de vue. Elle sursautait facilement et pleurait plus fréquemment. Après 6 semaines de symptômes constants, les cauchemars, l'anxiété, la régression comportementale, la docteure Kim nous a donné le diagnostic formel, trouble de stress post-traumatique. Elle a tout documenté méticuleusement pour le procès et l'affaire pénale. Ces rapports ont dressé un tableau clair d'une enfant souffrant de TSPT causé directement par les actions des membres de ma famille. Lors d'une séance, Rosie a dessiné une image de sa fête. Elle s'est coloriée en violet foncé, entourée de personnages aux dents et aux griffes acérées tendant la main vers elle. Lorsque la docteure Kim lui a demandé de parler du dessin, Rosie a dit calmement « Les monstres sont venus à mon anniversaire ». J'ai pleuré en lisant ce rapport. L'affaire civile a été réglée 3 semaines avant le procès. Les avocats de ma famille leur ont conseillé qu'ils perdraient catastrophiquement si l'affaire était présentée à un jury. La vidéo était trop accablante, les preuves de préméditation trop claires et l'impact sur Rosie trop bien documenté. Aucun jury ne sympathiserait avec des adultes qui avaient délibérément traumatisé une enfant de maternelle pour se divertir. Mais avant même le début des négociations de règlement, Patricia avait jeté les bases que je n'avais pas initialement comprises. Elle avait assigné à comparaître des relevés téléphoniques, des comptes de messagerie électronique et des historiques de réseaux sociaux remontant à 3 ans. Ce qui est apparu était un schéma de comportement qui faisait que l'incident de l'anniversaire ressemblait moins à un événement isolé et plus à l'aboutissement d'années de cruauté ciblée. Des messages textes entre Denise et Lorraine ont révélé des dizaines de conversations se moquant de mes choix parentaux.
Elles avaient ri des vêtements de Rosie, qu'elles qualifiaient de « déchets de friperie », s'étaient moquées des cadeaux d'anniversaire modestes que je pouvais me permettre avec mon budget de mère célibataire, et avaient constamment insinué que j'élevais ma fille pour qu'elle soit faible et gâtée. Malgré leurs critiques contradictoires. Un échange particulier, 6 mois avant la fête, a retenu l'attention. Denise avait envoyé un message, elle agit comme si cet enfant était faite de verre. Quelqu'un doit la remettre à sa place. Lorraine avait répondu, les deux ont besoin d'une bonne dose de réalité. Peut-être devrions-nous organiser quelque chose de amusant. Patricia a présenté ses messages lors d'une séance de médiation. Regarder ma mère et ma sœur lire leurs propres mots, voir le visage du médiateur passer de neutre à dégoûté, m'a procuré une satisfaction qui allait au-delà de la justification. Leurs avocats n'étaient clairement pas au courant de l'existence de ces preuves. La dynamique de la salle a changé instantanément. L'avocat de Gary a tenté de limiter les dégâts. Ce sont des conversations privées prises hors de leur contexte. Le contexte, a interrompu Patricia avec aisance, est que les membres de la famille de ma cliente ont passé des années à discuter des moyens d'humilier et de blesser son enfant. Puis ont mis en œuvre une agression coordonnée qui a été filmée et distribuée pour le divertissement. Ce n'est pas hors contexte. C'est un complot. Le mot « complot » a fait visiblement tressaillir l'avocat de Denise. Si Patricia pouvait établir une planification coordonnée entre plusieurs accusés, les accusations pénales pourraient être considérablement aggravées. Soudain, un règlement paraissait beaucoup plus attrayant qu'un procès. Mais Patricia n'avait pas terminé. Elle avait également retrouvé 3 des camarades de classe de Rosie dont les parents avaient assisté à la fête. Avec la permission de leurs parents, elle avait mené des entretiens soigneux, leur demandant ce dont ils se souvenaient. Les récits des enfants étaient déchirants. Une petite fille de 6 ans, prénommée Maya, a dit qu'elle avait fait des cauchemars à propos des méchants adultes pendant des semaines après. Un autre enfant, un garçon prénommé Lucas, a dit qu'il ne voulait plus aller aux fêtes d'anniversaire parce qu'il avait peur que les parents fassent quelque chose de mal. La fête n'avait pas seulement traumatisé Rosie. Elle avait effrayé d'autres enfants qui en avaient été témoins. Des enfants dont les parents envisageaient maintenant leurs propres options légales. Patricia s'est assurée que les accusés le savaient, qu'ils ne faisaient pas seulement face à des conséquences pour moi, mais potentiellement pour plusieurs familles qui avaient vu leur cruauté de première main. L'avocat d'Harold a essayé une approche différente pendant les négociations. Mon client n'a quasiment pas participé. Il a juste tenu les bras de l'enfant pendant quelques secondes. Il a retenu une enfant de 5 ans qui hurlait et pleurait afin que sa belle-sœur puisse l'agresser, a dit Patricia froidement. Ce n'est pas « quasiment pas participer ». C'est être un élément actif et nécessaire de l'agression. Sans ces actions, l'enfant aurait pu s'échapper. Il a rendu son évasion impossible. J'ai regardé Harold se recroqueviller sur son siège. Il s'était probablement raconté le même mensonge, qu'il était à peine impliqué, qu'il ne faisait que participer, qu'il ne faisait rien de vraiment mal. L'entendre énoncer si clairement, dépouillé d'euphémismes et d'excuses, semblait le frapper comme un coup physique. La participation de Sheila était plus difficile à quantifier puisqu'elle n'avait pas touché Rosie. Mais Patricia avait trouvé quelque chose d'intéressant dans son passé. Elle avait été licenciée d'un précédent emploi dans une garderie suite à des plaintes concernant son comportement avec les enfants. Rien de criminel, mais suffisamment de préoccupations concernant son humour inapproprié et son manque de limites pour que le centre l'ait renvoyée. Cette histoire, combinée à la vidéo d'elle riant hystériquement pendant qu'un enfant était torturé, dressait le portrait de quelqu'un qui trouvait le malheur des enfants amusant. Les négociations pour le règlement ont duré 4 jours. L'avocat de chaque défendeur a tenté de minimiser la culpabilité de son client, de rejeter la faute sur d'autres ou de plaider pour des montants réduits. Patricia a systématiquement démantelé chaque argument. Elle avait des analyses de chronologie montrant qui était arrivé quand, des dossiers de communication prouvant la préméditation et des évaluations psychologiques démontrant des dommages durables. Le 3e jour, Denise a essayé de me parler directement pendant une pause. Patricia s'est immédiatement interposée, mais j'ai entendu la voix de Denise se briser lorsqu'elle a dit « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu dois me croire. » Je l'ai regardée, vraiment regardée pour la première fois depuis l'inculpation.
Elle avait visiblement vieilli au cours des mois depuis l'arrestation. Ses cheveux avaient plus de gris, son visage plus de rides. Elle avait l'air fatiguée, effrayée et petite. « Vous avez tenu le visage de ma fille pendant qu'elle hurlait ?» ai-je dit doucement. « Vous avez essayé de lui forcer de la nourriture pour chien dans la bouche pendant qu'elle vous suppliait d'arrêter. Jusqu'où pensiez-vous que ça irait ?» Elle n'a pas répondu. Son avocat l'a rapidement éloignée, mais je l'ai vue pleurer dans le couloir après. Une partie de moi, une très petite partie, a ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié, mais la plupart du temps, je n'ai rien ressenti. Elle avait fait ses choix. Ce n'étaient que les conséquences. Le règlement s'est élevé à 375 000 $, répartis entre les 5 défendeurs en fonction de leur degré de culpabilité. Denise, en tant que principale coupable, devait la plus grande part. L'argent a été versé dans un fonds fiduciaire pour Rosie afin de couvrir sa thérapie continue et ses futurs besoins résultant du traumatisme. Denise et Gary ont dû contracter une deuxième hypothèque sur leur maison pour payer leur part. Lorraine et Kenneth ont liquidé leurs économies de retraite. Harold a emprunté de l'argent à ses frères et sœurs, ce qui a apparemment provoqué une rupture massive au sein de sa famille élargie lorsqu'ils ont appris la raison du prêt. Sheila a déclaré faillite. Patricia avait un dernier coup à jouer. Dans le cadre du règlement, elle exigeait de chaque accusé qu'il rédige une lettre reconnaissant exactement ce qu'il avait fait, sans euphémisme ni excuse, et acceptant que ces lettres puissent être rendues publiques s'il tentait un jour de raconter une version différente des faits. Les lettres seraient également scellées avec les dossiers du tribunal, accessibles à Rosie lorsqu'elle aurait 18 ans si elle voulait les lire. L'écriture de ces lettres semblait briser quelque chose en eux. Celle de Kenneth tenait sur 3 pages d'écriture serrée, répétant des variantes de « j'ai eu tort » et « je suis désolé » sans jamais vraiment expliquer pourquoi il pensait que son commentaire était acceptable. Celle de Lorraine comprenait de multiples versets bibliques et des références à la recherche du pardon, mais très peu de réelle responsabilité. Elle en avait fait une question de sa rédemption plutôt que de la douleur de Rosie. La lettre de Denise était différente. Elle était brute et sans filtre d'une manière qui la rendait presque plus difficile à lire. Elle décrivait sa jalousie de ma relation avec Rosie, son ressentiment que j'ai échappé au dysfonctionnement familial alors qu'elle était restée piégée. Sa colère que je semblais heureuse malgré le fait d'être une mère célibataire, alors qu'elle se sentait malheureuse dans son mariage. Rien de tout cela n'excusait ce qu'elle avait fait, mais cela reconnaissait au moins les véritables motivations derrière la cruauté. « Je voulais te faire du mal », a-t-elle écrit. « Je voulais que tu te sentes aussi mal que moi, et j'ai utilisé ta fille pour le faire parce que je savais que c'était la seule chose qui te détruirait. Je savais que c'était mal pendant que je le faisais. Je l'ai fait quand même. Je suis désolée, ne répare pas ça. Rien ne répare ça. » Elle avait raison. Rien ne le réparait. L'affaire pénale a suivi son cours. La procureure, une femme brillante nommée Angela Martinez, a recherché le maximum de charges. Elle avait été personnellement offensée par la vidéo, a-t-elle dit à Patricia, car elle avait elle-même une fille de 5 ans et ne pouvait imaginer que quelqu'un fasse quelque chose d'aussi cruel. Avant le début du procès, Angela m'a appelée à son bureau. Elle voulait me préparer à ce qui allait arriver, a-t-elle dit. Mais je pouvais dire qu'elle avait aussi autre chose en tête. Je fais ce travail depuis 14 ans, a-t-elle dit, en se penchant en arrière dans sa chaise. J'ai poursuivi des centaines d'affaires d'agression. La plupart impliquaient des étrangers, des partenaires domestiques, des gens dans des bars qui se battaient. Cette affaire est différente. Parce qu'ils sont de la famille, ai-je dit. Parce qu'ils sont de la famille et qu'ils l'ont planifié, a-t-elle corrigé. La plupart des affaires d'agression que je gère impliquent un coup de chaleur. Quelqu'un s'est mis en colère, a perdu le contrôle. A pris une terrible décision en une fraction de seconde. Mais votre famille a passé des jours à planifier comment blesser votre fille. Ils se sont coordonnés. Ils ont apporté du matériel. Ils ont exécuté leur plan en étant parfaitement sobres et en plein contrôle de leurs facultés. Ce niveau de calcul est dérangeant. Elle a sorti un dossier. Je veux vous montrer autre chose que nous avons trouvé. La défense n'est pas encore au courant. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran d'un groupe Facebook privé.
Lorraine appartenait à un groupe pour grand-mère. 2 semaines avant la fête de Rosie, Lorraine avait posté un message demandant si quelqu'un avait des idées pour donner une leçon à un petit enfant gâté. Les réponses variaient, mais plusieurs suggéraient l'humiliation publique comme tactique efficace. Une femme avait recommandé de gâcher quelque chose qu'ils attendaient avec impatience, afin qu'ils apprennent la déception. Lorraine avait réagi à ce commentaire avec un emoji cœur. Cela établit une intention claire, a expliqué Angela. Elle ne faisait pas juste ce que quelqu'un d'autre avait suggéré. Elle sollicitait activement des suggestions sur la façon de blesser votre fille, puis a approuvé la recommandation de gâcher quelque chose qui enthousiasmait Rosie. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais les captures d'écran. Pouvez-vous les utiliser au tribunal? Absolument. La défense va arguer que cela a dégénéré, que personne n'avait l'intention de faire du mal. Ces publications détruisent complètement ce récit. Angela avait fait plus de recherches également. Elle avait trouvé l'historique de recherche de Denise de la semaine précédant la fête. Denise avait cherché sur Google, farce d'anniversaire drôle, comment faire un faux gâteau, farce qui devienne virale et, le plus accablant, peut-on avoir des ennuis pour avoir fait une farce à un enfant? Elle savait qu'il pourrait y avoir des conséquences légales, a dit Angela. Elle a fait des recherches. Elle a décidé que le risque en valait la peine parce qu'elle pensait qu'une vidéo virale serait amusante. Le calcul derrière tout cela me rendait malade. Ce n'étaient pas des décisions de dernière seconde ou des erreurs. Chaque étape avait été réfléchie, planifiée et exécutée délibérément. Angela m'a montré une dernière chose. Un fichier vidéo récupéré des messages supprimés de Kenneth. Il avait pris une courte vidéo pendant la fête sur son propre téléphone, seulement 15 secondes, qui capturait un audio que la vidéo principale avait manqué. On y entendait clairement Lorraine dire « Retenez-la. Je veux avoir un bon plan de son visage quand elle réalisera. » Cet audio prouvait que Lorraine ne faisait pas seulement documenter l'événement. Elle le dirigeait. Elle voulait des images spécifiques de la détresse de Rosie pour un impact maximal sur les réseaux sociaux. Je vous dis cela parce que leurs avocats de la défense vont essayer toutes les astuces pour créer de la sympathie pour les accusés, a déclaré Angela. Ils parleront de combien tout le monde est désolé, de comment c'était un terrible malentendu, de comment les familles devraient se pardonner. Je dois vous préparer à cette manipulation émotionnelle. Je ne tomberai pas dans le panneau, lui ai-je assuré. Je sais, mais ce ne sera quand même pas facile d'y assister. Elle avait raison. Le procès a duré 3 jours. La vidéo a été diffusée plusieurs fois devant le jury. Plusieurs jurés avaient l'air ouvertement dégoûtés. Une femme au dernier rang n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux, clairement affectée par les cris de Rosie. Le docteur qui m'a témoigné du traumatisme continu de Rosie. Elle a expliqué comment l'incident avait endommagé le sentiment de sécurité de ma fille, sa confiance envers les adultes et sa capacité à profiter des expériences normales de l'enfance. Elle a décrit les cauchemars, la régression et les retards de développement, ainsi que les symptômes d'anxiété qui nécessiteraient probablement des années de traitement. La défense a tenté de soutenir qu'aucun dommage permanent n'était intentionnel, que c'était une farce qui avait mal tourné, que les membres de ma famille se sentaient terribles des conséquences. Mais Angela Martinez a démoli cet argument dans sa plaidoirie finale. Les accusés voudraient vous faire croire que c'était une blague qui a mal tourné, a-t-elle dit au jury. Mais laissez-moi vous demander ceci, à quel moment cet enfant a-t-il ri? À quel moment un adulte s'est-il arrêté quand elle a commencé à pleurer? Quand elle a commencé à crier? Quand elle les a suppliés d'arrêter? Ils l'ont tenu. Ils ont essayé de lui forcer de la nourriture pour chien dans la bouche pendant qu'elle sanglotait. Et ils ont ri. Ils l'ont filmé. Ils l'ont posté en ligne pour le divertissement. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une farce. C'est une cruauté délibérée et calculée infligée à une enfant sans défense par les adultes qui auraient dû la protéger. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Les 5 accusés ont été déclarés coupables de toutes les charges. La condamnation a eu lieu 2 semaines plus tard. La juge avait clairement mûrement réfléchi à la question. Denise a reçu 2 ans de prison d'État, 3 ans de probation supervisée et une thérapie psychologique obligatoire.
Harold a écopé de 14 mois de prison d'État et de 2 ans de probation. Kenneth et Lauren ont chacun reçu 10 mois, que la juge leur a permis de purger les week-ends sur une période prolongée compte tenu de leur âge et de leur état de santé, plus une probation étendue. Sheila a été condamnée à 1 an de prison du comté et à une probation. Les 5 ont été tenus de suivre des cours de parentalité. Ironique, car aucun d'entre eux ne serait plus jamais autorisé à approcher Rosie. Il leur a été interdit de publier sur les réseaux sociaux au sujet de l'affaire ou de Rosie. Toute violation entraînerait une peine de prison supplémentaire. Denise a commencé à pleurer à la lecture de la sentence. « S'il vous plaît, votre honneur, j'ai mes propres enfants. » L'expression de la juge ne s'est pas adoucie. « Vous auriez dû penser à vos enfants avant d'agresser l'enfant de quelqu'un d'autre. Peut-être que passer du temps loin d'eux vous aidera à comprendre la gravité de ce que vous avez fait. » Kenneth a essayé de faire valoir que la prison à son âge était essentiellement une condamnation à mort. La juge a répondu que commettre une agression sur une enfant de 5 ans devrait avoir des conséquences, quel que soit l'âge de l'agresseur. En sortant de cette salle d'audience avec Patricia à mes côtés, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas exactement du bonheur. Rosie était toujours aux prises avec un traumatisme. Les cauchemars n'avaient pas entièrement cessé. Nous avions des années de thérapie devant nous, mais c'était la justice. Une justice réelle, tangible, documentée. Ma famille avait blessé ma fille et s'attendait à ce qu'il n'y ait aucune conséquence. Ils pensaient que ce n'était qu'une blague suffirait à excuser l'inexcusable. Ils avaient supposé que je finirais par leur pardonner parce que c'est ce que fait la famille. Au lieu de cela, je les avais fait payer pour chaque seconde des larmes de ma fille. L'ordonnance restrictive est restée active. La juge avait clairement indiqué lors de la condamnation que l'ordonnance resterait en place jusqu'aux 18 ans de Rosie, à quel moment ma fille pourrait décider elle-même si elle voulait un contact avec eux. Jusque-là, ils devaient rester à l'écart. Aucune exception, aucune négociation. 6 mois après la condamnation, Rosie et moi avons eu une petite fête, juste nous deux. J'ai fait des cupcakes, nous avons regardé son film préféré et je lui ai offert la maison de poupée princesse qu'elle voulait depuis le printemps. Il n'y avait pas d'autres invités. Elle semblait parfaitement contente de cela. C'est la meilleure fête de tous les temps, maman, a-t-elle dit, du glaçage au chocolat sur le nez. Mieux que l'année dernière. Elle y a réfléchi sérieusement. On ne parle pas de l'année dernière. La docteure qui m'a dit que c'était en fait un signe positif. Rosie apprenait à poser des limites autour de son traumatisme plutôt que d'être consumée par lui. Les cauchemars avaient diminué à 1 ou 2 fois par mois. Elle avait toujours de l'anxiété, mais elle apprenait des stratégies d'adaptation. Gary a demandé le divorce de Denise pendant qu'elle purgeait sa peine. Il a affirmé qu'il ne pouvait plus faire confiance à son jugement et ne voulait pas que ses enfants soient exposés à son influence. L'ironie était presque amusante. Il avait été là, participant, mais d'une manière ou d'une autre, elle est devenue le bouc émissaire de tout cela. Lauren a envoyé plusieurs lettres pendant qu'elle purgeait sa peine de week-end, que j'ai renvoyées sans les ouvrir. Après avoir terminé sa peine, elle a essayé de faire lever l'ordonnance restrictive, affirmant qu'elle avait appris sa leçon et qu'elle voulait désespérément voir sa petite fille. La juge a rejeté la demande sans hésitation. L'ordonnance resterait en place jusqu'au 18e anniversaire de Rosie, exactement comme spécifié à l'origine. Kenneth est décédé 2 ans plus tard. Sa nécrologie mentionnait ses enfants, mais pas ses petits-enfants. Denise a demandé la permission d'assister aux funérailles. Je ne me suis pas opposée, à ce moment-là, je ne me souciais sincèrement pas de ce qu'elle faisait tant qu'elle restait loin de Rosie. Les gens me demandent parfois si j'ai des regrets. D'habitude, ils s'attendent à ce que je dise que je suis allée trop loin, que j'aurais dû simplement accepter des excuses et passer à autre chose, que détruire mes relations familiales était un prix trop élevé à payer. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Ma famille a détruit ses relations elle-même. J'ai juste refusé de prétendre que cela n'était pas arrivé. J'ai refusé d'enseigner à ma fille que les abus devaient être tolérés, que la cruauté devait être pardonnée, que maintenir les liens familiaux était plus important que de se protéger. Rosie a 9 ans maintenant. Elle va en thérapie 1 fois par semaine, contre 3 fois auparavant. Elle a des amis,
réussit bien à l'école et adore les cours d'art. Elle est toujours prudente avec les nouvelles personnes, fait encore occasionnellement des cauchemars, se souvient encore de cet anniversaire de manière inattendue. Mais elle sait aussi, au fond d'elle, que je la protégerai. Que si quelqu'un la blesse, il y aura des conséquences. Que sa douleur compte, ses larmes comptent, sa terreur compte plus que de maintenir une fausse paix avec des gens qui ne méritent pas notre pardon. La semaine dernière, elle a demandé si nous pouvions avoir une fête d'anniversaire cette année pour ses 10 ans. Une vraie, avec des amis de l'école. Tu es sûr, ai-je demandé avec prudence. Oui, mais seulement les gens gentils. Pas de famille, d'accord? Nous la planifions ensemble. Une fête à la piscine avec pizza et coupe de glace. Elle veut un gâteau normal cette fois. Rien de fantaisie, juste au chocolat avec un glaçage à la vanille et des vermicelles arc-en-ciel. Et maman, a-t-elle dit hier soir alors que je l'abordais, si quelqu'un essaie de la gâcher, tu les feras regretter, n'est-ce pas? Absolument, ai-je promis. Elle a souri et a fermé les yeux. En quelques minutes, sa respiration est devenue régulière. Je suis restée là dans le noir, regardant son visage paisible, pensant à ce jour il y a 4 ans quand je l'avais porté hors de sa fête ruinée. Comme je me sentais calme. Comme j'étais certaine de ce qui devait se passer ensuite. Parfois, les gens confondent la gentillesse avec la faiblesse. Ils pensent que parce que vous êtes patiente, ou indulgente, ou prête à ignorer des petites offenses, vous tolérerez n'importe quoi. Ils poussent et poussent, testant les limites, voyant jusqu'où ils peuvent aller. Ma famille a appris à la dure que j'ai une seule limite qui ne peut être franchie. Faites du mal à ma fille, et je réduirai votre vie en cendres avec une précision méthodique et je dormirai parfaitement bien après. Denise est sortie de prison environ 2 ans et demi après la condamnation, ayant purgé la totalité de sa peine avec une réduction pour bonne conduite. Elle travaille maintenant dans une épicerie, mettant les rayons en stock la nuit. Gary s'est remarié. Leurs enfants lui parlent à peine, d'après ce que j'entends de lointains cousins qui prennent encore occasionnellement contact. Lorraine vit dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. La plupart de ses anciennes amies l'évitent toujours. Elle a essayé de reconstruire sa réputation, mais dans une petite communauté, les gens se souviennent. Elle sera toujours la grand-mère qui s'est filmée en riant pendant que sa petite fille était torturée. Harold n'a plus jamais travaillé. Sa femme a divorcé de lui. Il vit seul. Et je ne pense sincèrement plus du tout à lui. Sheila a déménagé dans un autre état. Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. Kenneth est mort. Et Rosie, elle apprend à faire confiance à nouveau. Elle apprend que les anniversaires peuvent être heureux. Elle apprend que la plupart des gens sont gentils et que ceux qui ne le sont pas ne méritent pas de place dans nos vies. Parfois, elle voit la couverture médiatique de l'anniversaire en ligne. Les nouvelles locales font encore occasionnellement référence à l'affaire lorsqu'elles discutent des lois sur la maltraitance des enfants ou de l'importance de prendre les agressions au sérieux, quelle que soit la relation familiale. Elle sait ce qui leur est arrivé. Elle sait que j'ai veillé à ce qu'ils paient. Tu es vraiment effrayante quand on s'en prend à moi, a-t-elle dit un jour, à moitié en plaisantant. Terrifiante, ai-je acquiescé en souriant. Bien. J'espère que personne ne le découvrira à ses dépens à nouveau. Moi aussi, bébé. Moi aussi. Mais si c'est le cas, je suis prête. Je serai toujours prête, car c'est ce que font les mères. Nous protégeons nos enfants, quel qu'en soit le prix, peu importe qui nous devons détruire pour y parvenir. Ma famille pensait pouvoir blesser ma fille sans en subir de réelles conséquences. Ils se sont trompés. Et j'espère que chaque jour qu'ils passent à vivre avec les conséquences, ils se souviennent du moment exact où ils ont réalisé leur erreur. Quand j'ai souri calmement, pris mon enfant en sanglots et quitté cette fête. Ce sourire aurait dû les avertir. Ce calme aurait dû les terrifier. Au moment où ils ont compris ce qui allait arriver, il était bien trop tard pour l'arrêter.